La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonjour chers apprenants, nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter une séance de révision sur la conduction de l'influx nerveux qui concerne le programme des sciences de la vie et de la terre en classe de terminale S. Voilà. C'est des cours en ligne pour permettre à nos apprenants de réviser encore une fois leur programme pour pouvoir mieux apporter le bac. Et permettez-moi encore une fois, avant d'aller au niveau du cours, de remercier ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, la République des valeurs et aussi le président Thierno Alassane Sall, qui est en train d'œuvrer pour la réussite de l'école sénégalaise. Merci beaucoup. Voilà. En ce qui concerne cette leçon, la conduction de l'influx nerveux, c'est une leçon qui est très intéressante, qu'on peut évoluer en maîtrise de connaissances, mais aussi en compétences méthodologiques. La conduction de l'influx nerveux et la leçon porte sur le tissu nerveux. Si vous vous rappelez un peu, on avait fait une leçon sur les potentiels de repos et les potentiels d'action, les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. Pour la conduction de l'influx nerveux, il y a d'abord la vitesse de conduction. La vitesse de conduction de l'influx. Comment mesurer une vitesse de conduction de l'influx nerveux? Comment mesurer une vitesse de conduction de l'influx nerveux? Vous avez vu en classe le schéma de montage qu'on utilise. On prend un axiome géant de Kalmar, là nous avons un axiome géant de Kalmar qu'on place dans une cuve en air contenant du liquide physiologique. Ce liquide peut être de l'eau de mer, contenant de l'eau de mer. Sur l'axiome géant, on place des électrodes réceptrices. On peut placer une électrode réceptrice R1. Qui est relié à un oscilloscope O1. Qui est relié à un oscilloscope O1. On peut aussi placer une autre électrode réceptrice R2 connectée à un oscilloscope O2. N'est-ce pas? De l'autre côté, on place les électrodes stimulatrices. Les électrodes stimulatrices S1, S2, on les place. Si on vous donne cette séquence sous forme de maîtrise de connaissances, comment mesurer la vitesse de conduction de l'influx nerveux, vous pouvez créer un plan en mettant petit 1, montage, expérimental. Là, on fait une description du schéma de montage.
description du schéma de montage. Qu'est-ce qu'on doit dire sur, on peut dire, on place un axone géant de calmar dans un milieu contenant de l'eau de mer. Pourquoi l'eau de mer? Parce que l'eau de mer présente une composition ionique en termes d'ion sodium-potassium voisine de celle du sang de calmar. C'est pourquoi on peut utiliser l'eau de mer comme milieu physiologique. Après, qu'est-ce qu'on doit dire? On utilise 2 électrodes excitatrices S1, S2 qui sont posées sur la surface de l'axone. Ensuite, 2 autres électrodes réceptrices sont posées sur la surface de l'axone. Sont posées sur la surface de l'axone. R1 est relié à un oscilloscope O1. R2 aussi est relié à un oscilloscope O2. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Il faut noter. On note les distances. On note les distances. Il faut noter les distances. Quelles sont les distances qu'on va mesurer? On peut choisir cette première distance qui est là, qu'on va appeler la distance D1. Ensuite, une deuxième distance qu'on va appeler la distance D2. On note les distances. Quelles sont ces distances? Nous avons D1. C'est la distance entre la première électrode excitatrice S1 et l'électrode réceptrice R1. C'est ça donc la distance D. Ensuite, on note la distance D2. C'est la distance entre S1, c'est la première électrode excitatrice, et l'électrode réceptrice. Voilà donc le montage expérimental. Après le montage expérimental, il faut maintenant porter une excitation et enregistrer les résultats. Excitation et résultats. Qu'est-ce qu'on va faire? On porte, grâce
aux électrodes excitatrices une stimulation d'intensité suffisante sur l'axone et on enregistre les résultats. On enregistre les résultats. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? On va enregistrer ceci. Là, c'est l'enregistrement en haut. C'est quoi cet enregistrement? C'est un potentiel d'action monophasique. Potentiel d'action monophasique. On enregistre en haut. Et là, il y a un élément qui nous intéresse. C'est le temps de latence qu'on va appeler T1. Après, en même temps aussi, nous avons l'enregistrement en O2. Et sur cet enregistrement aussi, vous avez le temps de latence T2 qui est là. Nous avons le temps de latence T2, temps de latence T1, temps de latence T2. C'est bon? Donc là, nous avons la présentation des résultats. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque oscilloscope enregistre un potentiel d'action monophasique. C'est bon? Un potentiel d'action monophasique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On détermine. Chaque temps de latence. Chaque temps de latence. Cela veut dire le temps mis par l'influx nerveux pour atteindre l'électrode réceptrice. Nous avons le temps de latence T1, temps mis par l'influx nerveux pour atteindre cette électrode réceptrice qui est reliée à O1. Le temps de latence T2, c'est le temps mis par l'influx pour atteindre cette électrode réceptrice qui est reliée à l'oscilloscope O2. Maintenant, après, calcul de la vitesse. La vitesse est calculée suivant la formule V égale delta D sur delta T. Suivant la formule V égale delta D sur delta T. C'est comme ça qu'on utilise pour calculer la vitesse de la lumière. Donc,
C'est une partie qu'on peut évaluer sous forme de maîtrise de connaissance. La technique de mesure de l'influx nerveux. Et quand on donne une maîtrise de connaissance aussi, n'oubliez pas de faire une introduction. Et dans l'introduction, on attend qu'on nous amène le sujet. On peut amener en définissant un élément, n'est-ce pas, important du sujet. Après, on pose le sujet. On peut poser en reformulant, comme aussi on peut poser sous forme de question. Puis, on annonce le plan. Le plan est important. Qu'est-ce qu'on va faire dans la partie petit 1? Qu'est-ce qu'on va faire dans la partie petit 2? Et qu'est-ce qu'on va faire dans la partie petit 3? Puis, après l'introduction, c'est le développement où il faut aussi mettre les numéros et les titres de séquence jusqu'à la fin. Voilà. Et après aussi, on fait la conclusion qui est un résumé du développement. Un résumé du développement. N'oubliez pas aussi, les schémas, il faut toujours les présenter au crayon. N'est-ce pas? Même les titres, la notation, tout ça, ça doit se faire au crayon. Mais aussi, on peut vous donner des exercices pour vous demander de calculer la vitesse de propagation de l'influx. Ça peut arriver. Un exercice où on demande à l'individu de calculer la vitesse de propagation de l'influx. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux vous présenter un exemple. On peut vous donner un exercice où vous voyez le montage des électrodes S1, S2, R1, R2. N'est-ce pas? Souvent, les difficultés portent sur la graduation. On peut mettre ici une échelle en vous disant que cette distance-là, c'est pour 2 mm. On peut vous mettre une échelle en vous disant que cette distance, c'est pour 2 mm. De l'autre côté, on vous donne les enregistrements obtenus. Enregistrement en O1 et l'enregistrement en O2. On vous donne encore une distance. On vous dit que cette distance c'est pour 2 millisecondes. Voilà ce que vous avez. Une échelle quelque part qui vous donne la distance et une autre échelle pour le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut exploiter les échelles. Il faut les exploiter. D'abord, dans un premier temps, on mesure. On mesure cette distance-là que je vais appeler la distance A. On mesure A. C'est bon? On mesure A. Si vous mesurez A, supposons un élève qui trouve A égale 0,5 cm. Vous dites 0,5 cm correspond à 2 mm. C'est bon? Correspond à 2 mm. Après, vous venez ici, vous mesurez cette distance que je vais appeler A', la distance A seconde. C'est bon? Vous mesurez A'. On mesure A'. On peut mesurer, supposons trouver 2 cm. C'est bon? Maintenant, quand 0,5 cm, correspond à 2 mm, donc 2 cm doit correspondre à combien? C'est bon? 2 cm doit correspondre à combien? Et ce combien-là, c'est la distance D1. Et D1 sera égal à 2 mm multiplié par 2 cm sur 0,5 cm. C'est bon? Et là, on peut remarquer que les centimètres vont se simplifier. Donc le résultat trouvé sera en millimètres. N'est-ce pas? Et ça sera 4 divisé par 0,5. 0,5
On peut dire que donc c'est du 4 cinquième, 10 puissance, parce que là c'est du 10 puissance moins 1, 10 puissance 1, 4 cinquième, 10 puissance 1, millimètre. Vous avez votre distance D. Après, on mesure encore, on mesure on mesure à seconde d'abord. À seconde, cette distance, il faut mesurer avec votre règle. Vous posez votre règle ici, vous mesurez la distance. Et vous dites quoi? Comme 0,5 cm correspond à 2 mm, j'ai mesuré à seconde et j'ai trouvé 1,5 cm. Et j'ai trouvé 2,5 cm. Et ce 2,5 là doit correspondre à combien? C'est la distance D2. Et on calcule D2. D2 sera égal à 2,5 cm multiplié par 2 mm sur 0,5 cm, 0,5 cm. N'est-ce pas? 2 fois 2,5, ça fait 4. Non? Ici, déjà, il y a des centimètres qui se simplifient. On aura 2 fois 2, ça fait 4, donc 2 fois 2,5, ça fait 5. 5 sur 5, 10 puissance moins 1, voilà, même ça sera 5 sur 5, et au numérateur, on aura 10 puissance 1. Autrement dit, la distance D2 sera égale à une distance de 10 milli, à une distance de 10 mm. On est d'accord? Donc là, nous avons les distances. Connaissant les distances, il faut maintenant chercher le temps de latence T1. Cherchons le temps de latence T1. Comment déterminer le temps de latence T1? Vous venez ici. On va appeler cette partie B. On mesure cette longueur B. Ensuite, on mesure ce temps de latence qu'on va appeler B'. Supposons on peut mesurer B. Vous mesurez B, vous trouvez 0,2 mm. Vous trouvez 0,2 cm. C'est possible, ou 0,4. Je vais prendre, supposons, 0,4 cm. Vous dites 0,4 cm correspond à 2 millisecondes. Vous mesurez B'. On peut mesurer B', trouver 1,2 cm. On dit 1,2 cm correspond à combien? Et ce combien sera le temps de latence qu'on va appeler le temps de latence T1. Et on mettra T1 égale 1,2 cm multiplié par 2 millisecondes sur 0,4 cm sur 0,4 cm. On simplifie les centimètres. Qu'est-ce qu'on obtient? 1,2 multiplié par 2 sur 0,4. Qu'est-ce qu'on trouvera? Déjà au numérateur, nous serons à 2,4. Au dénominateur, 4, 10 puissance moins 1. Ça sera donc 2,4, c'est 24, 10 puissance moins 1. Donc là, les 10 puissance moins 1 se simplifient. On obtient 24 sur 4, ça fait déjà 12 sur 2, et 12 sur 2, ça fait 6. On aura donc 6 millisecondes. Ensuite, on cherche le temps qui est là. Voilà, il faut donc mesurer. On mesure toujours avec notre règle, on mesure cette distance qui est là, B secondes. Vous mesurez, n'est-ce pas? Déjà, on avait 0,4 cm, on va mettre, cherchons
T2, nous avons 0,4 cm qui correspond à 2 millisecondes. Si vous mesurez la distance B secondes, on peut mesurer et remarquer que B secondes, supposons, égale 1,6 cm. On dit 1,6 cm correspond à combien? C'est le temps de latence T2. Et T2 sera égal à 1,6 multiplié par 2 sur 0,04. Ça sera combien? Et alors, ici, on aura 16 fois 2, ça fait 32, 10 puissance moins 1 sur 4, 10 puissance moins 1. On va trouver 32 sur 2 déjà. Quand on simplifie, on obtient 16 demi, donc ça sera 8 millisecondes. Et là, on peut chercher notre vitesse. Vitesse égale delta T sur delta T. Et là, l'élève est libre. Si je calcule comme ça, j'aurai comme unité millisecondes. Et là-bas, les distances, j'ai des millimètres. N'est-ce pas? Là, j'aurai des millimètres sur millisecondes. Comme aussi, je peux convertir. N'est-ce pas? Là-bas, j'ai 4. 10 puissance 1, ça fait 40 sur 5. 5 fois 8, 40. Donc, normalement, c'est 8. Voilà. Donc là, on va trouver le total 8 mm. C'est bon? Donc, pour convertir, je peux faire delta T déjà, c'est 10 mm. T2 moins 8 mm. Comme c'est des millimètres, je peux convertir en mètres. Donc, ça sera 10 puissance moins 3 pour l'obtenir en mètres. Et le dénominateur aussi, nous avons ici des millisecondes. Je peux convertir en secondes. Ça sera 8 moins 6, le tout, 10 puissance moins 3 pour l'obtenir en secondes et 10 puissance simplifiée, je calcule. C'est un exemple qu'on a donné, n'est-ce pas, pour mesurer la technique, pour mesurer la vitesse de propagation de l'énergie lunaire. Sachez aussi que dans ces genres d'exercices, on peut créer beaucoup de variations, n'est-ce pas, pour pousser les élèves un peu vers la réflexion. L'essentiel, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Il faut toujours connaître les distances. N'est-ce pas? Il y a des exercices où on ne donne pas cette échelle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Sur ces électrodes, on peut vous dire que les électrodes, telle électrode et telle électrode présentent telle distance. La distance, on peut vous dire la distance entre S1, S2 est de tant de millimètres. S2, R1 est de tant de millimètres. R1, R2 est de tant de millimètres. Des fois même, on peut même utiliser une seule électrode réceptrice qu'on déplace. Qu'on déplace. N'est-ce pas? Ensuite aussi, faites attention. Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Que dans un exercice, qu'on vous donne les distances à partir de S1 ou de S2, c'est la même chose. C'est la même chose. Ne soyez pas perturbés. Parce qu'on peut vous donner des distances qui commencent à partir de S2. Et vous dites, ah non, j'avais l'habitude de démarrer à partir de S1, on n'a pas donné. C'est vrai, on n'a pas donné. Mais regardez bien la différence. Cette distance que vous avez ici, cette même distance, vous l'avez là. Donc, quand on fera D2 moins D1, cette distance va disparaître. Il n'y aura pas d'effet. Parce que ce delta, le delta D est là. C'est cet élément qui représente delta D. Cette partie qui représente delta D. N'est-ce pas? Ça veut dire que dans un exercice, si on vous donne seulement la distance entre ces deux électrodes, on a déjà delta D. On a déjà delta D. Ensuite, le temps de latence. Le temps de latence, c'est le temps mis par l'influx pour atteindre la première électrode réceptrice. Nous l'avons ici. À partir de l'artefact de simulation jusqu'ici, nous avons le temps de latence. Et là aussi, vous allez remarquer avec moi que si vous projetez ce point, on obtient la différence qui représente delta T.
Voici delta T qui est là. C'est cette distance qui représente delta T. Donc, que l'élève fasse la mesure en commençant à partir d'ici jusqu'au niveau du sommet. On doit aussi fasse la même chose, il n'y aura pas d'effet. Parce que delta D là est toujours ici. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous avez là delta T, et vous avez ici delta T. Donc, toujours, prenez ce qu'on vous a donné au niveau de l'exercice pour la conduction de l'influx. On prend ce qu'on nous a donné, on l'évalue pour obtenir toujours delta T et delta T. En cherchant T2, T1, T1 et T2. Puis on effectue la levée, puis on effectue la différence. Pour pouvoir calculer la vitesse de propagation de l'influx. Et cette vitesse de propagation de l'influx varie. Il y a des facteurs qui peuvent provoquer une variation de la vitesse. Vous avez vu en classe les facteurs qui modifient la vitesse. De conduction. L'influx mercure. Les facteurs qui modifient la vitesse de conduction de l'influx. Facteurs qui modifient la vitesse de conduction. Comme facteur, nous avons la température. La température du milieu est un facteur qui modifie la vitesse de conduction. Ces genres d'exercices, on peut les donner sous forme de tableau et on vous demande de faire une analyse. Vous verrez que quand la température change, la vitesse de conduction change. Et là aussi, on doit toujours respecter, parce que vous ne pouvez pas dans un tableau faire varier la température au niveau d'une ligne et en même temps faire varier la nature de la fibre. Voilà, c'est important. Il faut maintenir tous les autres facteurs constants et faire varier la température. On va remarquer que quand la température change, la vitesse de conduction de l'influx aussi varie. Après la température, il y a la nature de la fibre. La nature de la fibre. Myélinique ou amyélinique. C'est-à-dire une fibre avec gaine de myéline ou une fibre sans gaine de myéline. Donc la nature de la fibre impacte sur la vitesse de conduction. Nous verrons tout à l'heure les types de conduction avec les fibres myéliques, les fibres sanguines de fibre. Nous avons aussi l'espèce. Les individus d'espèces différentes ont souvent des vitesses de conduction qui varient. Donc il y a l'espèce aussi qui agit sur la vitesse de conduction. Là, on peut vous donner la vitesse de conduction d'une grenouille comparée avec la vitesse de conduction de l'influx chez l'espèce humaine. On remarque toujours des différences. Donc, il y a l'espèce aussi qui est un facteur. Il y a aussi le diamètre. Le diamètre de la fibre. N'est-ce pas? Le diamètre de la fibre, qui peut modifier la vitesse de conduction. Et pour le diamètre de la fibre, il y a énormément d'exercices qu'on peut donner.
Je vais vous montrer quelques cas sur le diamètre de la fibre, n'est-ce pas? Supposons, on vous dit, on considère un nerf. Vous avez ici un nerf qu'on va appeler un nerf A. Sur ce nerf A, on pose ici les électrodes stimulatrices S1, S2. Une électrode réceptrice là, qui est reliée à un oscilloscope O1. L'autre n'est pas posée. Une autre électrode réceptrice ici, R2, qui est reliée à un oscilloscope O2, l'autre n'est pas posée. On est d'accord? Après, on prend encore un autre nerf B. Sachez que c'est des schémas simplifiés, mais le nerf doit être placé dans un milieu contenant un liquide physiologique. On place ici S1, S2, S1, S2. Vous placez ici R1, relié à un oscilloscope O1. Et ici, vous placez R2, relié à un oscilloscope O2. On est d'accord? Voilà, ça c'est le nerf B. Nerf B. Et après, on retrouve le troisième nerf. On va appeler le nerf C. On pose ici S1, S2. O1 qui est relié à R1. Vous avez ici O2. C'est bon? Comme montage. Après, on dit on porte des simulations efficaces. Oui, on porte des simulations d'intensité maximale. On va prendre ça. Intensité maximale. De constante pour ces trois nerfs. Qu'est-ce qu'on enregistre? Enregistrement au niveau du nerf 1. Enregistrement au niveau du nerf 1. Voilà. Donc, même amplitude. Même amplitude. Enregistrement au niveau du nerf numéro 2. Ça, c'est en O1, O2. On va obtenir ça en O1, O2.
Enregistrement. Au niveau du nerf 3. Je peux donner ça. Vous voyez le résultat comme ça. C'est des genres d'exercices qu'on peut donner et de vous demander de porter des analyses et interprétations. Déjà, sur le nerf 1, bon, l'analyse, quand même, on considère que c'est facile, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? On ne va pas poser le problème. On va maintenant entrer sur les éléments qui doivent apparaître. Dans les éléments qui doivent apparaître, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Nous avons un même potentiel d'action monophasique. Donc seulement le temps de latence augmente. Donc seulement le temps de latence augmente en O2. N'est-ce pas? C'est ce qu'on remarque. Même potentiel d'action, même temps de latence. Si vous avez ce genre de cas, dans l'interprétation, on doit dire que ce nerf possède des fibres de même diamètre, donc même vitesse de conduction. Même diamètre, même vitesse de conduction de l'influx nerveux. Ce nerf possède des fibres de même diamètre, donc ces fibres ont la même vitesse de conduction de l'influx. On est d'accord? Si vous prenez le nerf numéro 2, sur le nerf numéro 2, qu'est-ce qu'on remarque? L'enregistrement varie. Nous n'avons pas le même enregistrement. Ici, en O1, et là, il faut matérialiser ça dans l'analyse. Dans l'analyse, en O1, on a un seul PA, potentiel d'action monophasique. Et dans l'analyse aussi, si on vous donne une échelle, il faut l'utiliser. Si on vous donne une échelle, il faut l'utiliser pour donner la durée du temps de latence. Si on vous donne aussi l'amplitude en millivolts, il faut matérialiser ça dans l'analyse. Il faut l'intégrer. Il ne faut pas laisser tomber ces éléments parce que c'est toujours important de donner la précision. En O2, on a 3 potentiels d'action monophasique en O3. En O2, on a 3 potentiels. Ça, c'est un premier PA, deuxième PA, troisième potentiel d'action monophasique. 3 potentiels d'action monophasique. D'amplitude. D'amplitude croissante. On constate que l'amplitude augmente. L'amplitude de ces potentiels d'action augmente. Si on peut préciser, il faut le faire. On ne décide pas. On précise l'amplitude du potentiel d'action. N'est-ce pas? Maintenant, dans l'interprétation,
Pourquoi avec le premier enregistrement, nous avons un seul potentiel d'action, alors qu'en order, on a 3 potentiels d'action. N'est-ce pas? Alors ici, c'est un seul potentiel d'action. Arrivé là, c'est 3 potentiels. Quand vous avez 3 potentiels d'action d'amplitude différente, ça veut dire que ce nerf doit renfermer 3 types de fibres. Le nerf B possède 3 types de fibres qui ont des diamètres différents. Voilà. Le nerf B possède 3 types de fibres de diamètre différents. Voilà. 3 types de fibres de diamètre différents. C'est pourquoi nous avons 3 potentiels d'action. Nous avons 3 potentiels d'action en O2. Et il y a encore quelque chose qui manque. Vous avez ici 3 potentiels d'action en O2. Mais pourquoi en O1, il n'y a pas 3 potentiels d'action? En O1, pourquoi on n'a pas 3 potentiels d'action? En O1. Pourquoi? Le problème est lié à quoi? Si vous prenez Michel, vous le mettez avec quelqu'un comme Usain Bolt. On nous demande de faire une course de vitesse. Sur une distance de 1 mètre, on peut être ex aequo. Sur une distance de 1 mètre. Mais si les deux doivent faire une course de vitesse sur une distance de 100 mètres, entre Michel et Usain Bolt, c'est Michel qui va gagner. Parce qu'il est le plus rapide. Vous pouvez encore c'est Usain Bolt pour dire vrai, parce qu'il est le plus rapide. Donc, plus la distance augmente, plus la différence, n'est-ce pas, apparaît. La différence en ce qui concerne le diamètre. Et les fibres qui ont de gros diamètres conduisent plus vite l'influx nerveux que les fibres qui ont des diamètres très petits. Les fibres de gros diamètres conduisent plus vite l'influx que les fibres de petits diamètres. Et tout à l'heure, nous avons dit que le diamètre de la fibre, en classe, on vous donne des vitesses de conduction avec des diamètres différents. On remarque que plus le diamètre augmente, plus la vitesse de conduction de l'influx augmente. Voilà, donc là, nous avons 3 potentiels d'action en hauteur. Les fibres de gros diamètre, conduisent plus rapidement l'influx nerveux. Elles sont responsables du premier potentiel d'action. Puis, les fibres de diamètre moyen et enfin, les fibres de petit diamètre. Bon, en O2, en O1, la vitesse est presque identique. Car la distance entre R2 et S1 est très courte. Donc si la distance est très courte, les fibres, on ne pourra pas distinguer la différence de vitesse. Les fibres vont amener les flux au même moment. C'est ce qui arrive ici, en O1. La distance est très courte,
les fibres amènent leurs informations presque au même moment et le message est enregistré par l'oscilloscope. Mais si la distance augmente, on remarque que la vitesse qu'on pensait que cette vitesse est identique, elle n'est pas identique. Les fibres de gros diamètre arrivent en premier, ici, sont responsables du premier potentiel, suivi des fibres de diamètre moyen et enfin des fibres de petit diamètre. Donc ici, là, c'est gros diamètre. Là, petit diamètre moyen. Et ici, petit diamètre. C'est bon? Maintenant, on remarque aussi une variation d'un point. C'est quoi? Il y a une variation de l'amplitude. Je vous avais dit tout à l'heure que dans une analyse, il faut préciser ces détails. Si on vous donne même une graduation ici en millivolts, généralement, c'est ce qu'on fait, il faut donner la hauteur, n'est-ce pas, l'amplitude et le temps de millivolts. On détermine borne supérieure, moyenne, borne inférieure pour connaître l'amplitude. Et on regarde aussi l'unité, n'est-ce pas, proposé. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, on peut remarquer une différence de hauteur. Les trois PA n'ont pas les mêmes hauteurs. Cette différence de hauteur signifie quoi? Signifie que ces fibres n'ont pas le même nombre. Nous n'avons pas le même nombre de fibres. Parce que, si vous n'oubliez pas, sur un nerf, il y a ce qu'on appelle le phénomène de recrutement. Et ici, on a porté une estimulation d'intensité maximale. Ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé une intensité maximale. C'est pour pouvoir recruter toutes les fibres du nerf. On utilise une intensité maximale pour recruter toutes les fibres du nerf. Donc, si on obtient des potentiels d'action, toutes les fibres vont réagir. Toutes les fibres vont réagir. Ce qui nous permet d'obtenir des renseignements sur, sur le nombre. Et ici, on peut remarquer que les fibres de petit diamètre sont beaucoup plus nombreuses. C'est pourquoi l'amplitude du dernier potentiel d'action est supérieure. Voilà. Ça aussi, il faut l'intégrer dans l'interprétation. Les fibres de petit diamètre sont plus nombreuses. C'est pourquoi l'amplitude du troisième potentiel d'action est plus importante. Bon, j'ai mis PA, n'est-ce pas? Mais en réalité, il faut comprendre que PA, ça signifie tout. Je dois normalement écrire potentiel d'action, mais c'est juste pour aller vite. Voilà. Mais il faut quand même correctement écrire le mot potentiel d'action. C'est pourquoi l'amplitude est plus importante. Ensuite, nous avons les fibres de diamètre moyen. Ensuite, nous avons les fibres de diamètre moyen et enfin les petits diamètres. Enfin, les petits diamètres. On est d'accord. Maintenant, il nous reste le troisième cas, c'est le nerf C, le nerf 3 plutôt. Pour le nerf 3, il y a une stimulation. Et cette stimulation sur ce nerf 3, avec une intensité maximale, a entraîné là un seul potentiel d'action. Là-bas, on remarque 3 potentiels d'action. Dans l'analyse, il faut parler de ça.
parler aussi du temps de latence, parler aussi de l'amplitude de chaque potentiel d'action, en toujours regardant les axes, voilà, pour pouvoir évoquer tout ça. Donc ça c'est l'analyse. Et là aussi, on peut remarquer que l'interprétation, n'est-ce pas, que vous avez ici, va nous servir pour faire l'interprétation de cette courbe. Quand on a 3 potentiels d'action, c'est parce qu'on a 3 types de fibres. Donc ce nerf possède 3 types de fibres. Diamètre différent. C'est pourquoi nous avons 3 potentiels. Si on nous avait donné 2 aussi, c'est possible qu'on nous donne 2 dans un exercice. Si on vous donne 2, une courbe comme ça, 2 potentiels qui peuvent avoir même amplitude ou amplitude différente, dans ce cas, vous devez dire que ce nerf possède 3 types de fibres de diamètre différents, 2 types de fibres de diamètre différents, c'est pourquoi nous avons 2 potentiels d'action. N'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Donc, dans l'interprétation ici, 3 types de fibres de diamètre différents. C'est pourquoi nous avons 3 potentiels d'action monophasiques. 3 types de fibres de diamètre différents. C'est pourquoi nous avons 3 potentiels d'action monophasiques en O2. En O1, la distance est courte. C'est pourquoi on ne remarque pas la différence de vitesse. On ne remarque pas la différence de vitesse pour ces fibres de diamètre différent. Pour ces fibres. Après, ici encore, qu'est-ce qu'on avait dit? Les fibres de petit diamètre sont plus nombreuses. C'est pourquoi l'amplitude du 3e potentiel d'action est plus élevée. Ici, on remarque cette différence d'amplitude. Là, nous avons gros diamètre, diamètre moins, petit diamètre. N'est-ce pas? Donc, l'amplitude dépend du nombre de fibres. L'amplitude dépend du nombre de fibres. Les fibres de gros diamètre sont plus nombreuses puis les fibres de petit diamètre. N'est-ce pas? Voilà. Donc l'amplitude dépend du nombre de fibres. Ensuite aussi, une remarque en ce qui concerne ces variations d'amplitude, il ne faut pas les confondre avec la période réfractaire du nerf. Il ne faut pas les confondre avec la période réfractaire du nerf. Parce que des fois, on peut avoir des enregistrements qui se ressemblent. On peut avoir des enregistrements qui se ressemblent. Mais le mécanisme n'est pas le même. Je vais expliquer. Supposons que vous avez ici un nerf. On peut porter des simulations et enregistrer ici les résultats dans cette électrode R2 qui est reliée à un oscilloscope O2. Première simulation,
Voilà ce que l'on a ici. Potentiel, temps de latence, tout ça, on précise. Après, on fait une deuxième expérience. On porte deux simulations d'intensité constante. Deux simulations d'intensité constante et rapprochée. D'intensité constante et rapprochée. On peut remarquer ceci. La première simulation engendre un PA, ça c'est la première. Si la deuxième simulation est portée pendant cette étape, voilà ce qu'on a. Deuxième simulation. Si la deuxième simulation est portée pendant cette étape, on peut remarquer ceci. N'est-ce pas? On remarque ceci. Une courbe d'amplitude plus faible pour la deuxième. Si la deuxième simulation est réalisée pendant cette étape, une courbe d'amplitude plus grande. Donc là, nous avons l'amplitude qu'on va appeler A1, A2, A3. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on remarque? La première excitation représente ici l'expérience témoin. Elle représente l'expérience témoin. Condition normale. Simulation d'intensité constante. La première simulation engendre un PA. Donc les phénomènes électriques se déroulent correctement. Mais si la deuxième simulation intervient pendant cette étape, quand on compare ce temps T1, on peut remarquer que ce temps est assez court. Et la deuxième simulation ici ne donne que l'artefact de simulation. Que l'artefact de simulation. Cette deuxième simulation n'a pas engendré de potentiel d'action. Pourquoi? Parce que le nerf est en période réfractaire. Réfractaire absolue. Toutes les fibres du nerf sont en période réfractaire. C'est bon? On augmente le temps pour la deuxième simulation, le temps entre première simulation et deuxième. Nous sommes sur T2. Qu'est-ce qu'on obtient? Une courbe d'amplitude A2 qui est inférieure à A1. Ici, cette amplitude A2 qui est inférieure à A1 indique quoi? Indique que ce nerf présente des fibres qui n'ont pas la même période réfractaire. Ce nerf présente des fibres qui n'ont pas la même période réfractaire. Parce que si toutes les fibres avaient la même période réfractaire, soit on allait être dans une période réfractaire absolue ou bien obtenir un potentiel d'action de même amplitude que A1. Mais comme l'amplitude est inférieure, ça veut dire qu'il y a certaines fibres qui n'ont pas réagi. Il y a des fibres qui sont toujours en période réfractaire. Ici donc, il y a des fibres qui sont toujours en période réfractaire. Qui sont toujours en période réfractaire. La période réfractaire, c'est une période où, au niveau du nerf, qu'est-ce qu'on a? On a une répartition ionique qui n'est pas normale par rapport à la répartition qu'on doit avoir au repos. Par contre, vous avez une polarisation normale. Et la pompe sodium-potassium
augmente son mécanisme de fonctionnement pour remettre encore beaucoup plus de sodium à l'extérieur et beaucoup plus de potassium à l'intérieur. C'est ça la période réfractaire. C'est à la fin de la repolarisation ou bien même après l'hyperpolarisation. Donc là, toutes les fibres n'ont pas la même période de traitement. Donc, ces différences d'amplitude, il ne faut pas les interpréter en parlant de vitesse de conduction différentes. Parce que souvent, il y a des apprenants qui font cette confusion, ou en parlant du nombre. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les fibres, le sonneur présente des fibres qui n'ont pas la même période de réfractaire, Et en A3, quand on augmente encore le temps, jusqu'ici, qui sépare les deux stimulations, n'est-ce pas? On remarque que toutes les fibres réagissent, donc on obtient une courbe de même amplitude. Donc toutes les fibres lunaires ont dépassé la période de réfractaire, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la dernière séquence sur cette leçon porte sur les types de conduction au niveau des fibres. Les types de conduction. Les types de conduction. Et là, il y a deux cas sur une fibre myélique. La fibre qui possède une gaine de myéline. Ces types de conduction, on les utilise souvent en maîtrise de connaissances. Pour exemple, pour cette leçon, on peut l'aborder en maîtrise de connaissances. Type de conduction de l'influx nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de votre schéma, vous devez représenter la gaine de myéline. Vous avez ici l'axone, gaine de myéline, et la gaine de Schwann. Maintenant, là aussi, j'attire l'attention des apprenants sur la formulation de ces sujets. On peut vous demander de décrire la propagation de l'influx nerveux sur une fibre nerveuse myélinique. Comme aussi, on peut ajouter dans l'organisme, la propagation de l'influx nerveux sur une fibre nerveuse myélinique dans l'organisme. Quand on dit dans l'organisme, la propagation s'effectue dans un seul sens. Au prochain cours, je vais l'amener au prochain cours, en ce qui concerne Inch'Allah, en ce qui concerne la propagation. N'est-ce pas? La naissance de l'influx. Parce que dans l'organisme, la naissance de l'influx nerveux s'effectue soit au niveau d'un récepteur ou bien au niveau d'une synapse. Et l'influx se propage dans un seul sens. Nous verrons ça. Par contre, en ce qui concerne la conduction, si la fibre est isolée, vous devez avoir ici positive, négative, négative, positive. Voilà ce qu'on doit avoir. Mais quand on porte une stimulation efficace, cette stimulation crée une inversion de la polarisation. Le milieu extra devient électronégatif et intra-électropositif. Voilà ce qui se passe. Il y a une inversion. Il faut décrire. Et le schéma aussi doit être bien présenté, annoté. Tout se fait avec le crayon. Voilà, on décrit l'expérience. La stimulation efficace qui provoque une inversion de la polarisation membranaire. Et si cette polarisation est inversée, les charges positives qui sont là, aux alentours, vont essayer de compléter le déficit. Comme ça.
les charges positives vont essayer de compléter. Parce que deux charges de nature différente, n'est-ce pas, s'attirent. Ce sont les philosophies qui disent ça. Donc les charges positives qui sont aux alentours vont essayer de venir compléter. Et ne pouvant plus retourner en arrière, ces charges vont créer un autre déficit. Quel sera le résultat? Donc les charges viennent ici compléter et finalement le milieu devient électropositif, le milieu intra-électronégatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On crée une autre inversion négative, positive, positive, négative, négative, positive, négative, positive, négative. On crée une autre inversion, on crée une autre inversion. Et quand on crée une autre inversion, sur cette partie, il y a des charges positives qui sont là, négatives, n'est-ce pas? Ces charges positives qui sont là vont essayer de compléter. Là encore, même chose. Et l'influx se propage dans ce sens et dans ce sens. On met sens de propagation. L'influx nerveux. L'influx se propage dans les deux sens. Sur le fil nerveux isolé. On est d'accord. Et ici, ce même endroit ne peut pas venir compléter parce que cet endroit est dans une période réfractaire. C'est ça l'importance de la période réfractaire. C'est pour empêcher un retour en arrière de l'influx nerveux. C'est comme au niveau de l'activité cardiaque avec les valvules, n'est-ce pas, qui empêchent au sang de tourner en arrière dans la circulation au niveau du cœur. On est d'accord. Et cette propagation, on l'appelle la propagation saltatoire. On l'appelle la propagation saltatoire. C'est le type du schéma qui doit être en bas. N'est-ce pas? Propagation saltatoire, propagation saltatoire. Ça, c'est pour faire une fibre myéline. Et pour finir, on va évoquer le cas de la fibre qui n'a pas de gain de myéline. La fibre qui n'a pas de gain de myéline, qu'est-ce qui se passe? La fibre n'a pas de gain de myéline. Voilà ce que nous avons sur la fibre qui n'a pas de gain de myéline. Si on porte sur cette fibre une stimulation, cette stimulation inverse la polarisation. Inverse la polarisation sur cette partie. Ça devient négative, positive. Négative, positive. Il y a une inversion de la polarisation.
comme on a inversé la polarisation, c'est toujours le même mécanisme. Mais ici, il n'y a pas de gaine de myéline. La gaine de myéline est un isolant qui ne conduit pas l'influx nerveux. Comme ici, il n'y a pas de gaine de myéline, les sages qui sont là vont venir compléter. Automatiquement, l'influx qui était ici, cette partie va retrouver la polarisation normale. On considère que l'endroit est là, maintenant c'est une polarisation normale. Et l'autre qui est à côté va présenter une inversion de la polarisation. Une inversion de la polarisation. Et le mécanisme se poursuit. Le mécanisme se poursuit. Et le message se propage dans les deux sens. Sens de propagation. Et n'oubliez pas, le schéma, il faut toujours l'annoter. Acte, somme, géant, de carnage. On utilise généralement pour mesurer la vitesse de conduction. Et on peut remarquer que cette propagation, on l'appelle la propagation on l'appelle la théorie des courants locaux. On l'appelle la théorie des courants locaux. Et tout à l'heure, on avait dit que la fibre, la nature de la fibre, myélique ou amyélique. Les fibres qui ont une gaine de myéline, quand la fibre a une gaine de myéline, l'influx saute. Le message saute toute cette partie. Donc l'onde de négativité qui est ici va sauter pour venir ici. Alors que là, l'onde de négativité qui était ici se déplace de proche en proche. Voilà. Donc c'est au niveau de la fibre qui possède une gaine de myéline que la propagation de l'influx est plus rapide, contrairement à une fibre qui n'a pas de gaine de myéline. Voilà, merci beaucoup chers apprenants. Voilà ce qu'on avait à mener aujourd'hui en ce qui concerne la conduction de l'influx nerveux. L'objectif visé, c'est de vous permettre encore une fois de rappeler beaucoup de notions que vous avez mis en place pour encore une fois être mieux utilisé. Allez, bonne chance à tout le monde. Prepabag 2021 vous est offert par la République des valeurs.